Bonjour à tous, bienvenue. Mon nom est Claude Garcia, je suis professeur à l'Université de sciences appliquées à Berne et nous sommes ici pour une table ronde avec les invités pour discuter d'un sujet dont on parle déjà depuis facile une trentaine d'années, c'est comment lutter contre la déforestation. Alors j'ai le plaisir d'accueillir à la table Maude Lelièvre, qui est présidente du comité français de l'IUCN et aussi vice-présidente du Jane Goodall Institute en France. Alain Rival, chercheur au CIRAD et qui est responsable du projet Trails, dont on entendra parler un peu plus. Clairvy Le Guénic, de Canopée, de l'ONG Canopée Forêt Vivante, et Laure Astorg, directrice de l'Alliance pour la préservation des forêts, qui est en fait l'entité qui a convoqué cette table ronde. Alors, quelques mots pour introduire le thème. Vous le savez, les rapports sortent tous les ans, que ce soit de la FAO ou de Global Forest Watch. En 2024, nous avons perdu en net à peu près 8 millions d'hectares de forêt dans le monde. 8 millions d'hectares, c'est 2 fois la Suisse. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est très loin, 60% trop loin par rapport aux grands objectifs internationaux de réduire ou arrêter la déforestation en 2030. Et cette question, cette problématique, elle est récurrente. La déforestation, on veut l'arrêter, on veut la réduire, on veut la diminuer, et elle ne cesse soit d'augmenter, soit là, elle est stable depuis quelques années. Du coup, on veut parler, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il y a des nouvelles choses qui sont en train de se passer sur le front de la lutte contre la déforestation ? On veut entendre parler de solutions, des choses sur lesquelles vous êtes engagés, des choses que vous voyez poindre à l'horizon, et aussi peut-être faire passer un message aux décideurs de demain, puisque il y a, je crois, un grand oral qui est prévu ce soir. Donc voilà, nous allons parler de cela, et j'aimerais bien aussi éventuellement avoir aussi l'opportunité d'avoir un échange avec la salle. Mais d'abord, Maude, je voudrais te donner la parole. Voilà, quel est le constat que tu fais aujourd'hui en 2026 sur la lutte de la déforestation ? Quel est l'état des forêts du monde ? Comment vois-tu les choses ? Merci pour votre invitation. Merci Laure. Et puis ravi d'être présent aujourd'hui parmi vous. En fait, on va commencer par les mauvaises nouvelles, mais on va aller vers les solutions. Effectivement, aujourd'hui, les chiffres sont clairs et ils sont plutôt pessimistes. C'est quand même l'équivalent de 18 terrains de football qui disparaissent chaque minute en forêt tropicale. Moi, j'aime bien donner des chiffres parce qu'en fait, tu l'as rappelé également avec la comparaison avec la Suisse, mais c'est quand même toujours plus marquant. Et aujourd'hui, les gigatonnes de CO2 qui sont émises par la perte des forêts, c'est l'équivalent aux émissions annuelles des combustibles fossiles de l'Inde. Donc on se bat sur le climat, nous on essaie de se battre sur la biodiversité, mais le sentiment dans les discussions internationales, dans les relations internationales, dans les COP, c'est que finalement la forêt, pas évidemment pour vous qui êtes là, pas évidemment pour les acteurs de premier plan, c'est toujours un peu le sujet à côté. On l'a bien vu même, moi j'étais à Belém à l'ouverture de la COP, le sujet forêt était le premier sujet porté par le Brésil, et puis finalement ça avait l'air presque d'être un sujet anecdotique alors qu'on était au milieu de l'Amazonie et que ça devait être le sujet principal. Il faut quand même rappeler quelques données, et peut-être que tu le feras également, sur pourquoi ça va mal, pourquoi les forêts vont mal. D'abord parce que c'est un écosystème particulièrement sensible. C'est un écosystème, les arbres vivent longtemps, s'adaptent lentement, ils sont particulièrement sensibles au changement climatique, au changement de température, au climat, à la sécheresse. Et ce changement intensifie les aléas. Sécheresse, canicule, donc fragilité face au risque incendie, tempête, donc une augmentation structurelle de la fragilité de l'écosystème forestier, évidemment sensible aux autres pressions sur la biodiversité, les pathologies, les insectes, et puis on a tellement humanisé, tellement anthropophisé l'écosystème, c'est que chaque route, chaque accès humain fragilise l'écosystème. Donc aujourd'hui on a cette tendance à la hausse, cette fragilité à la hausse, à quoi s'ajoute également le stress hydrique, et puis évidemment comme sujet la surexploitation. Les engagements internationaux, pour revenir sur les COP, ils existent. On a eu en 2021 140 pays qui ont signé la déclaration de Glasgow s'engageant à stopper et inverser la courbe d'ici 2030. Mais finalement,
quand on voit les débats au moment des COP, quand on voit les discussions, les difficultés à mettre en place les fonds, on voit bien qu'il y a un décalage entre ces déclarations et cette volonté qui finalement reste toujours secondaire dans les indicateurs. Il faut rajouter peut-être un dernier point. Dans le sujet forêt, il y a encore un sujet qui est moins traité, mais je parle sous le regard de spécialistes, c'est la question des incendies. C'est-à-dire qu'on s'en émeut, c'est un peu comme le risque canicule, on s'en émeut quand ça arrive, alors qu'on a quand même perdu près de 3,5 millions d'hectares de forêt en 2024, évidemment avec des lieux, avec des territoires particulièrement touchés comme la Bolivie, qui est devenue le deuxième pays au monde face à ce risque incendie. Et on a une géographie des pertes qui se concentre sur quelques pays. On a les incendies qui apparaissent qui sont un peu plus dans le sujet d'actualité quand on va arriver sur le Canada, l'Australie, parfois les États-Unis, évidemment dans nos territoires d'Europe. Et puis le sujet s'ouvre. 48 heures, une semaine après, le sujet se ferme et on n'en parle plus, alors qu'on est en train de laisser partir notre avenir en fumée. Des engagements internationaux, des écosystèmes fragilisés, une présence anthropique à peu près présente sur l'ensemble des forêts, ou peu s'en faut, et un risque émergent, c'est celui des incendies, avec des images très marquantes que nous avons tous. Merci Maud. Alain, toi qui étais récemment, tu reviens de Bornéo, voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire du terrain? Alors du terrain, je voudrais vous donner un message d'espoir, c'est qu'il se passe des choses. Il se passe des choses, la déforestation, elle a fait des dommages, surtout à Bornéo, là où je travaille. Mais ce qui nous importe plus, là, c'est de trouver des solutions et de trouver des solutions durables. Alors c'est un joli mot, mais solution durable, ça veut dire d'impliquer très vite les filières. Alors, dans le cas du palmier à huile, ça peut être la filière bois, ça peut être la filière palmier à huile sur laquelle je travaille. L'idée, c'est d'impliquer très tôt, au moment de la replantation, puisque ce sont des grands cycles de 30-35 ans où on fait des coupes claires comme on faisait dans les forêts ici et qu'on fait toujours d'ailleurs dans les forêts pour les régénérer. Profiter de cette pause fugace pour proposer des solutions et dire aux planteurs, écoute, ne replante pas 143 arbres à l'hectare comme ton grand-père a fait. Fais quelque chose de plus intelligent, essaie de faire des forêts mixtes ou des forêts mélangées pour le climat, pour la biodiversité. Alors, bon, on a planté 38 hectares. C'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est beaucoup. Quand on les fait à pied, c'est pas mal. Et c'est ce genre de démonstration de plot, ce genre de projet phare, on y croit beaucoup parce que c'est la preuve de concept. C'est à partir de là qu'on va pouvoir avoir des données économiques aussi. Dire, faire une forêt diversifiée, c'est pas la fin du monde. Ça a un coût, mais ça a aussi des bénéfices colossaux en termes de biodiversité, de gains de CO2 et tous ces marqueurs-là, on les mesure tous en continu sur nos parcelles. Voilà, les solutions sont là. Il faut opérer ce changement d'échelle, pas trop vite aussi, parce qu'on est très prudent, on est scientifique, on ne veut pas avoir la réputation de proposer des solutions miracles sur des millions d'hectares. Je n'ai pas la solution. Je sais ce qui se passe en ce moment sur nos parcelles expérimentales. C'est très encourageant. On a des retours de biodiversité, on a des mammifères rares qui reviennent. Donc ça va dans le bon sens. On a des indicateurs aussi de santé des sols. Quand on arrête d'exploiter le palmier à huile comme on l'a fait pendant des dizaines d'années et qu'on laisse parler un peu plus de la biodiversité, on y gagne tous. Donc ces idées simples-là, je crois que c'est important d'en parler, c'est important de dire que ces projets existent. Ils ne sont pas grands, ils ne sont pas très nombreux. Il y en a un au Brésil, il y en avait un au Brésil, oui, qui est toujours avec le CIFOR. Il y en a un au Mexique, et puis il y a le nôtre en Malaisie. Ça ne fait pas beaucoup, hein, quand on voit des millions d'hectares de forêts qui sont plantés dans le monde. On pourrait faire mieux que ça. Mais on espère beaucoup sur ces modèles, sur ces prototypes pour convaincre les filières, la filière bois et les filières palmiers et EVA qui sont responsables de la déforestation, de faire mieux. Donc, merci. Donc, j'entends impliquer les filières, j'entends aussi réintroduire la diversité dans les systèmes de production. Absolument. Et j'entends ça marche
on voit les effets sur le sol, on voit les effets sur la biodiversité, et il faut bien commencer quelque part, et avec les 3 exemples que tu as donnés. Et du coup, ça va être la transition pour impliquer les filières. Claire-Vie, qu'est-ce que vous faites avec Canopé sur ces questions-là? Oui, alors c'est vrai qu'évidemment, pour agir sur la déforestation, il y a la question des projets terrains. Mais ce qu'on a peut-être moins en tête, c'est que cette déforestation qui est très lointaine, elle est liée à 80-90% à l'élevage et à l'agriculture. Et donc, c'est souvent des matières premières qu'on importe. Ça peut être exploité par des entreprises françaises, ça peut être financé par des banques françaises. Et donc, on a aussi des leviers depuis la France, sans aller sur le terrain, puisqu'on a une part de responsabilité. À Canopé, on s'est penché sur 2 matières premières en particulier, le soja et l'huile de palme. Sur l'huile de palme, ce qu'on sait assez peu, c'est qu'autour des années 2015-2017, la majeure partie, 75% de l'huile de palme qu'on importait en France, elle n'était pas à destination de l'alimentation, mais à destination des biocarburants. Et en prenant conscience de ça, on s'est aussi rendu compte que tout ça, ça fonctionnait sur un modèle économique qui était basé sur des exonérations fiscales, puisque l'huile de palme était considérée comme un biocarburant. Ce qu'on a réussi à faire, nous, à Canopé, c'est de prouver que l'huile de palme ne pouvait être considérée comme un biocarburant, puisque son impact en termes d'émissions de carbone était tout aussi élevé que celui du pétrole à cause de la déforestation qu'elle peut induire. Et donc à faire sortir l'huile de palme et l'huile de soja aussi de cette exonération fiscale. En faisant ça, en fait, on a arrêté complètement d'importer de l'huile de palme pour le mettre dans les biocarburants en France. Donc ça, c'est plutôt une belle victoire dont on est assez fiers. Et l'autre commodité sur laquelle on s'est penché, c'était les 2 sur lesquels on avait le plus d'impact, c'est le soja donc. Et où là, dans la même approche, de trouver des solutions plutôt que de rester apathique devant l'ampleur du problème, on s'est mis autour de la table avec tous les acteurs qui étaient concernés dans la filière. À la fois des entreprises, des importateurs, de la grande distribution, le gouvernement français, des chercheurs et de la société civile, pour vraiment collectivement réfléchir à quelles solutions on peut imaginer. Et on s'est rendu compte qu'on s'est focalisé sur le Brésil, puisque c'est de là que vient la majeure partie de nos importations de soja. On s'est rendu compte que jusque-là, pour avoir du soja qui soit garantie sans déforestation, il y avait une seule option qui vraiment se tenait, c'était la certification ségrégée, qui est très coûteuse et qui faisait en sorte qu'on ne pouvait pas avoir un passage à l'échelle, qu'on ne pouvait pas imaginer un jour que 100% du soja qu'on importerait soit certifié. Et on s'est aussi rendu compte que le risque, il était très localisé et que donc, parfois, on n'avait peut-être pas besoin d'avoir quelque chose d'extrêmement poussé, d'être en mesure de connaître l'origine exacte de la parcelle de production quand le risque était faible. Et donc, grâce à ça, nous, on a pensé la théorie. Il y a une autre structure qui l'a opérationnalisée, qui s'appelle Earthworm, qui l'a fait en convainquant des entreprises de jouer le jeu, de se soumettre à cet exercice qu'on appelle maintenant le mécanisme zéro déforestation et conversion. Et depuis ça, maintenant 30% du soja qu'on importe en France depuis le Brésil a ces garanties-là de non-déforestation et non-conversion. Voilà les petites victoires dont on est fiers. D'accord, merci Claire. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je vois pas mal de similitudes entre ce que tu viens de décrire et ce que l'on sait de la RDUE, de son idée de la mise en place, cette notion de traçabilité, cette notion que les entreprises se prêtent au jeu. Enfin, on reviendra sur ce point, mais du coup, Laure, je vais te donner la parole aussi à toi maintenant. On a parlé d'expérience locale, on a parlé de levier ici, de l'autre côté de la chaîne de valeur. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de l'Alliance et comment vous intervenez sur ces questions ? Déjà, bonjour à tous. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui avec nous. Merci à toi, Claude, d'avoir accepté d'animer cette table ronde.
Et donc Maude, Alain et Clairvier sont donc des partenaires de l'Alliance pour la préservation des forêts que je représente, qui est un collectif d'entreprises engagées dans la lutte contre la déforestation et plus précisément pour des matières premières durables, traçables et respectueuses de l'environnement. Donc ce sont des entreprises comme Nestlé ou encore Ferrero qui vont utiliser des matières premières comme le café, le cacao, l'huile de palme, qui vont avoir un impact sur ces écosystèmes. Et nous les accompagnons justement pour changer un peu leurs pratiques. L'un des premiers leviers d'action, justement, ça va être d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur chaîne d'approvisionnement pour éradiquer justement la déforestation de leur chaîne d'approvisionnement. Le deuxième levier d'action, c'est qu'on va aussi agir sur le terrain pour permettre cette transformation donc, dans les territoires. Et c'est pour ça que l'Alliance pour la préservation des forêts donc, est partenaire du projet Trails, qui est donc une expérimentation unique au monde dans les plantations de palmiers à huile à Bornéo, donc un des projets d'agroforesterie dont les résultats sont déjà très probants. On a une action aussi de plaidoyer, donc c'est là où on va se retrouver avec Clairvie, justement pour faire en sorte que les matières premières qu'on importe ici en Europe et en France ne soient pas issues de la déforestation. Donc on s'est beaucoup mobilisé en France pour justement obtenir une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée qui a été publiée donc en 2018. Donc ça a été une première victoire. Mais maintenant le combat s'est déplacé en fait au niveau européen et on s'est beaucoup mobilisé nous tous pour avoir une réglementation ambitieuse et contraignante pour lutter contre cette déforestation. Et on va y revenir. Mais cette réglementation est entrée en vigueur en 2023 et depuis est constamment reportée. On espérait une mise en application là au 1er janvier 2026, mais elle est encore reportée d'1 an et on se bat justement pour maintenir le cap, maintenir l'ambition, puisque cette réglementation est une garantie pour le consommateur que les produits que nous consommons ne soient pas liés à cette déforestation. Et le dernier levier sur lequel nous travaillons aussi, c'est le volet communication, puisqu'il y a un vrai sujet à informer, aussi éduquer le consommateur pour que lui aussi soit un acteur du changement et puisse soutenir ces filières responsables. Merci Laure. Donc, si j'ai bien entendu, des entreprises qui demandent de la réglementation ? C'est bien ça. Hein. Et oui, parce qu'en fait, finalement, c'est un enjeu en fait compétitif. Et si on veut sauver nos forêts, pouvoir continuer à consommer du café, du cacao dans quelques années, on va vers une pénurie en fait de ces matières premières et avec l'impact du changement climatique. Donc, on a vraiment intérêt à travailler tous ensemble en fait pour nous permettre de continuer à consommer ces matières premières. Merci. Du coup, là, on a un tour d'horizon qui est super intéressant. On voit des choses qui marchent, on voit des leviers qui ont été mis en action. Du coup, je vais peut-être jouer l'avocat du diable. Dans mon propos introductif, j'ai dit nous avons encore perdu quand même 8 millions d'hectares. Donc, il y a un problème, puisqu'on voulait que ce soit plus réduit. Ça ne veut pas du tout dire que c'est un échec, parce que ça pourrait être 16 millions d'hectares. Donc, tous les efforts combinés conduisent au résultat. Mais manifestement, il faut peut-être aller plus loin ou différemment. Il y a peut-être une insuffisance, soit de mobilisation, soit une inefficacité des leviers d'action. Est-ce que vous avez un regard sur ces questions-là ? Est-ce que vous voyez pourquoi on n'arrive pas à aller encore plus loin ou plus vite? Est-ce que c'est tout simplement possible? Ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu l'historique de ce qui s'est passé ces dernières décennies sur les questions de déforestation. Il y a eu d'abord évidemment une prise de conscience du problème qui a mené à différentes solutions. Alors on a développé des certifications, on a eu beaucoup d'entreprises qui se sont saisies du sujet de manière volontaire, qui ont pris des engagements à échéance parfois 2025, 2030, parfois 2020, pour d'elles-mêmes nettoyer leur chaîne d'approvisionnement, mettre en place cette traçabilité pour connaître l'origine exacte des produits qu'ils commercialisent et s'assurer en effet qu'ils ne soient pas associés à de la déforestation ou même de la conversion d'écosystèmes.
Et ce qu'on constate, c'est que même si tout ça, ça peut être porteur d'espoir, ça ne se matérialise pas en fait dans les faits. Alors c'est sûr, il y en a certains qui jouent le jeu, mais d'autres pour lesquels ces promesses sont restées des mots sans aucun, des mots vides. Et donc, nous, ce qu'on identifie comme solution à ça, c'est que vraiment, on a essayé d'autres choses pendant des décennies. On s'est basé sur ces engagements volontaires. En fait, on se rend compte qu'on a besoin d'une obligation légale. Sans ça, malheureusement, on restera toujours sur cette question d'échelle, quoi. Il y aura certains acteurs qui joueront le jeu, mais la majeure partie d'entre eux ne le feront pas, et donc on n'aura pas ce changement. Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette question, cette opportunité qui vraiment est historique, et c'est pas un mot vide cette fois-ci, vraiment, au niveau européen, de mettre en place une régulation qui interdise l'importation de certains produits s'ils ont causé de la déforestation, mais aussi s'ils sont associés à des violations de droits humains et de la dégradation des forêts. Ça, c'est la première fois que c'est sur le point d'arriver dans le monde. Voilà. Et donc, on a ce rôle à jouer, nous aussi, Européens, à être pionniers, à montrer la voie de cette réglementation. Alors, si on veut une note positive, en effet, Laure disait que cette loi, elle ne s'applique pas encore et qu'elle est régulièrement sur la sellette et que ça fait 2 ans qu'on la voit reportée et détricotée, mais elle est encore sur la table. Au début des négociations sur ce texte-là, on n'avait aucune garantie qu'on aurait quelque chose d'aussi ambitieux avec une obligation de traçabilité. Et donc, on a quand même cet outil qui n'est pas exactement celui qu'on voudrait, qui ne s'applique pas encore, mais qui engendre déjà des changements. Ça, j'ai envie de le souligner aussi, puisqu'il y a des entreprises qui se sont mis en ordre de marche, qui ont vraiment transformé, investi dans leur chaîne de valeur. Et donc, on en voit déjà les impacts, même si, évidemment, on a besoin maintenant que ça se concrétise. Merci, Maud. Oui, pour poursuivre, je pense qu'il faut faire preuve surtout d'exemplarité. Parce qu'en fait, souvent, ce qui est reproché aux pays dans la fracture pays du Sud, pays du Nord, c'est on donne des leçons, on incite à des engagements volontaires, mais finalement, on ne le respecte pas. Moi, je vais donner un exemple quand même récent qui m'a un petit peu contrarié, qui est la dernière réunion de la CITES. Alors évidemment, ce n'est pas de la déforestation massive. La CITES, c'est la convention qui s'occupe, qui contrôle et évite le transport, la vente d'un certain nombre d'espèces végétales et animales qui sont en danger, notamment considérées comme avec des risques d'extinction. C'est comme ça qu'on ne peut pas, par exemple, acheter de l'ivoire. C'est pour ça qu'on ne peut pas acheter de l'ivoire et puis le ramener dans ses valises en revenant de vacances. Et elle s'intéresse à différentes choses, dont du bois, dont à cette dernière CITES, mais après, depuis 2007, au perdant-de-bouc. Le perdant-de-bouc, c'est un bois qui sert à faire des violons, des archers. Et en fait, ça fait longtemps qu'on a un certain nombre de producteurs, d'utilisateurs, de consommateurs finaux, de luthiers, qui dans les grands pays du Nord, l'Allemagne, la France, les États-Unis, disent « Ah oui, OK pour lutter contre la déforestation, mais alors exception culturelle quand il s'agit d'un bien de bois qui nous concerne et qui nous permettent de faire vivre une industrie. » Quand on fait ça, c'est la deuxième COP où ça arrive, quand on prend en tant que France une position assez radicale sur le sujet pour expliquer culture plutôt que écologie, on est mal perçu ensuite dans les négociations internationales. Et les tensions diplomatiques, les résistances politiques qu'on retrouve aujourd'hui dans un certain nombre de pays du Sud, c'est parce qu'il y a une fracture nord-sud qui sont persistantes. Vous le voyez aussi au CIRAD, des pays forestiers qui demandent en priorité du financement, du développement, des pays du Nord qui insistent sur des standards qui ne sont pas toujours bien compris au Sud, sur de la transparence. Et en fait, ça crée une résistance à l'intégration du commerce dans les négociations, donc finalement une insuffisance des négociations internationales, une multiplication de solutions miracles qui n'en sont pas forcément, de la compensation carbone, des plantations industrielles. Et en fait, on a un vrai enjeu aujourd'hui autour de la gouvernance mondiale, et c'est ça qu'il faut rénover pour ne pas se lutter contre des pays du Sud qui finalement ne sont pas si loin de nos positions en matière de philosophique, mais ne sont pas forcément d'accord sur les modalités. C'est la notion d'exemplarité, la notion de réciprocité, la notion de collaboration réelle. On ne peut pas avoir le beurre sans on ne peut pas imposer des standards aux autres qu'on refuse de s'appliquer à soi-même. Alors, mais aussi peut-être pour le bénéfice des auditeurs. Mais c'est facile de dire, oui, mais c'est bon, en Europe, la déforestation, c'est réglé. Il n'y a pas de déforestation en Europe. Qu'est-ce qu'on répond à cette position-là ?
C'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui se joue en ce moment avec le règlement européen sur la déforestation. Dans ce règlement, il y a ce principe de réciprocité. On ne va pas imposer des règles aux pays producteurs de cacao et d'huile de palme qu'on ne s'appliquerait pas à nous-mêmes. Et c'est même simplement, c'est contraire à l'OMC, donc c'est juste inenvisageable. Et donc ce règlement qui a été pensé à la base plutôt pour des matières tropicales où vraiment se concentre la grande partie de notre impact, va s'appliquer aussi à la filière bois française, européenne, qui en découvrant ça, parce qu'en vrai ils ne s'étaient pas vraiment penchés sur les négociations avant, sont en train de tout faire pour saboter ce texte. Tout simplement puisque le texte ne s'intéresse pas uniquement à la déforestation, il n'y a plus de déforestation, ou très peu, c'est pas vraiment un enjeu européen. En revanche, il y a de la malforestation et de la dégradation des forêts. Et en France en particulier, on a un enjeu de coupe rase, couper des grands pans de forêt, souvent pour y replanter des forêts monospécifiques. Et donc l'enjeu n'est pas le même, mais on se rend compte en effet qu'il y a un peu ce que tu disais Maud, on a des grands principes qu'on est tout à fait d'accord à faire appliquer aux pays du Sud, mais qu'on a plus de mal à appliquer sur notre territoire. Tu as utilisé un mot qui peut-être n'est pas connu du grand public, la malforestation. C'est pas le fait de couper l'entièreté d'une forêt, mais simplement d'avoir des pratiques forestières qui sont détrimentales pour l'écosystème. Le plus gros enjeu qu'on a, nous, en France, c'est la question de la coupe rase, où on va couper des grands pans de forêt. Ça ne veut pas dire que tout va disparaître. Avec la justification de forêts qui sont dépérissantes ou simplement pour des raisons économiques, et qu'on va ensuite replanter, où là on va perdre l'existence d'une forêt, mais on va en faire une plantation pour l'exploitation de bois. Donc là on voit qu'il y a plein d'éléments sur comment va être gérée la forêt et comment est géré ce qui se passe une fois la forêt est remplacée par des productions agricoles. Donc il y a bien ces deux enjeux-là, de déforestation, ce qui détruit la forêt, et de la dégradation, ce qui va changer la nature de la forêt. Et c'est ce qu'on reproche aussi à la compensation carbone aujourd'hui au niveau de l'UICN, c'est de dire ça ne suffit pas de planter des forêts linéaires en monoculture. Au contraire, c'est assez dévastateur et ça a des effets plus aggravants sur la biodiversité que parfois la savane ou l'écosystème qui existait auparavant. On retrouve là l'élément d'Alain, de réintroduire de la diversité dans les systèmes de production. C'est cette question d'acceptabilité, cette question d'équilibre nord-sud. Il ne faut pas se réfugier derrière, mais c'est prégnant. Moi, j'ai été pendant des décennies au cœur des négociations sur l'huile de palme en Indonésie et en Malaisie. C'était très tendu, ça allait beaucoup moins, et c'est tant mieux. On a affaire à des partenaires qui ont compris la majorité des enjeux, mais il en faut du temps. Il faut du temps pour passer d'une logique postcoloniale dure, très extractionniste, on prend, on coupe et on fait de l'argent avec ça, à des systèmes d'exploitation, l'agroforesterie c'en est un, mais il n'y a pas que celui-là, des systèmes d'exploitation qui soient plus respectueux de l'environnement, qui soient plus subtils, qui soient plus durables. Et il faut du temps. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord et je serais bien le dernier à râler contre la réglementation européenne, la RDE et tout ça, mais il faut, pour les pratiquants de terrain, cette notion de temps, elle est très importante. Il faudra peut-être encore une demi-génération ou une génération de planteurs pour faire accepter des paradigmes qui soient différents de celui de la rentabilité, différents de celui de l'exploitation en très court terme d'une ressource. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Et ça passe nécessairement aussi par la mise en évidence de réussite, c'est ce que tu disais au début, mais aussi sans doute par les questions de formation, il me semble. La formation, la recherche, bien sûr. Moi, j'ai un autre projet en Indonésie d'éducation des jeunes planteurs qui est passionnant, qu'on termine avec l'AFD ce mois-ci, mais qui a porté ses fruits, qui était un sujet très important d'éducation des gens qui sont en école d'application et qui vont devenir les forestiers de demain. Et si on ne les sensibilise pas très tôt
à ces questions de durabilité, ça va être beaucoup plus dur de le faire après, ou ça sera fait de manière plus coercitive ou en réponse à des réglementations, ce qui n'est jamais la bonne façon de faire. Si on arrive on a vu 6 promotions d'une cinquantaine d'étudiants, on ne va pas refaire le monde avec ça, mais on a vu que ça marchait. On a vu que sur ces questions de durabilité qui sont difficiles à expliquer, qui vont à l'envers de ce que leurs parents, leurs grands-parents leur ont appris sur la rentabilité d'une parcelle, ils sont perméables, ils sont ouverts au monde, ils sont évidemment connectés. Donc, on a des leviers assez puissants pour faire changer les mentalités. Et ça marche. Merci. Laure, il me semble. Je voudrais juste rajouter que effectivement les entreprises sont prêtes. Elles ont déjà investi énormément d'argent. Elles sont capables de tracer en fait les matières premières depuis la plantation jusqu'à dans nos assiettes. On est capable d'importer aujourd'hui du cacao zéro déforestation et du café zéro déforestation. Donc on a besoin, enfin on appelle vraiment de nos voeux que cette réglementation entre en application. Ces 30 dernières années, on a déjà perdu à peu près l'équivalent de la superficie de l'Union européenne. Et si ce règlement européen ne s'applique pas, c'est à peu près l'équivalent de la superficie de l'Autriche qui va disparaître. Donc il est urgent vraiment de se mobiliser collectivement et d'avoir les mêmes règles du jeu pour tous grâce à cette réglementation européenne. Ce que j'entends avec vos différentes interventions, c'est qu'on pensait parler de déforestation. Spontanément, je me dis, on va parler d'écologie, mais enfin, on est en train de parler de justice, de diplomatie, d'économie, de flux, de réglementation, de respect. Donc on voit bien en fait que c'est un problème systémique. Et en fait, peut-être que la déforestation, c'est que la pointe de l'iceberg. On a encore le temps pour discuter, on a encore une vingtaine de minutes. J'aimerais bien que vous puissiez partager avec la salle. Voilà, qu'est-ce que vous voyez poindre à l'horizon? Quelles sont les choses que vous vous dites, ah là, dans 5 ans, on va en parler? C'est quoi ce qui arrive, en bon ou en préoccupant? Moi, pour finir sur le sujet peut-être de la gouvernance et sur ce qu'a dit Alain, moi je suis sûre qu'après les différentes COP qu'on a eues extrêmement tendues entre les pays du Nord et du Sud, ça a été le cas à Cali, ça a été le cas au Brésil, on voit bien que chaque négociation internationale est devenue très compliquée et on a une approche qui est très état-centrée par rapport à ce que tu disais. Donc ça va faire partie, à mon avis, des choses qu'il va falloir changer. Je sais qu'on n'aime pas tellement parler de peuples autochtones en France, mais nous on aime bien en parler à l'UICN parce qu'on considère que ça devrait être les premiers bénéficiaires et c'est eux les gestionnaires. Et donc en gros, moi ce que je vois dans les prochaines années, s'il n'y aura plus de dialogue nord-sud, c'est la nécessité d'avoir une gouvernance qui soit rénovée. Aujourd'hui, elle est très fragmentée. Il n'y a pas un lieu où on parle des forêts, il y a des bouts de lieux où on parle de forêts et on n'en parle pas forcément bien et c'est pas forcément cohérent. Donc que ce soit dans la Convention des Nations Unies sur le climat, la CBD, la COP Biodive, l'OMC, l'Organisation internationale des bois tropicaux, tous ces lieux devraient pouvoir arriver à converser dans le même endroit. En tout cas, porter des choses cohérentes et entendre la voix des peuples. Et si on n'a pas ça, on va avoir des COP où la une de chaque ouverture de COP et de chaque conclusion, ce sera échec, différence, dialogue, avec des pays du Nord qui diront allez, on va créer encore un nouveau fonds qui sera géré par les pays du Nord, et on aboutira à un peu plus de fragmentation diplomatique. Donc moi, ce que j'espère, c'est que vraiment, ce soit des signaux d'alerte et qu'on change notre façon de faire et de coopération internationale. Là, il s'agit de repenser le multilatéralisme, en fait. Et éventuellement... On en est bien là, d'ailleurs, sur le plan international. Mais c'est bien ça. Et donc, pourquoi pas un régime global des forêts, c'est ça? On va faire une nouvelle COP sur les océans. Je ne suis pas pour la multiplication des COP, mais ce que j'ai vu, par exemple, que ce soit à la CITES, à la COP CMS sur les espèces migratrices, c'est que comme la biodiversité, c'est le parent pauvre, mais la forêt aussi, c'est que si on fait ça sur une table de poker où il y a tout, ça aboutit par commerce et climat, et puis à la fin, le reste, c'est juste des variables d'ajustement. Donc on va voir ce que va donner la COP océan, mais si ça fonctionne, peut-être qu'il faut se dire qu'il faut une COP forêt. Merci. Clary? Ouais, je vois tellement de changements à venir. Celui qui est imminent et qui m'inquiète beaucoup, on parlait tout à l'heure d'engagement volontaire. Il y en a un qui a très bien marché pendant 20 ans. C'est un moratoire sur le soja d'Amazonie au Brésil, qui a été mis en place en 2006-2008 et qui a permis à l'époque, il y avait 30% de la déforestation en Amazonie qui était liée au soja, et maintenant on est à 1%. Ça a été extrêmement efficace et c'était volontaire.
Il y a énormément de pression contre ce mécanisme actuellement, et les plus gros acteurs de la filière soja brésilienne viennent de s'en retirer. Il reste encore une association de la filière, mais on sent poindre la fin de ce mécanisme qui entraînerait 30% de déforestation supplémentaire en Amazonie. À ça s'ajoute l'application à venir de l'accord entre l'Europe et le Mercosur, qui va aussi augmenter nos importations de viande bovine cette fois-ci, mais donc de la pression encore sur l'Amazonie, qui a atteint ou est très proche d'atteindre un point de bascule à partir de laquelle elle se savaniserait. Donc ça nous pend au nez et ça arrive très vite. Malheureusement. Une autre... oui. En fait, là, tu nous parles de franchir des limites planétaires. C'est certains de ces verrous. Je pense que tout le monde l'a en tête. L'Amazonie, elle est cruciale, pas seulement pour le Brésil. Et elle a aussi, ce qui est très important, ce qui est en train de se passer, c'est que, en fait, avec cette déforestation et cette dégradation qui prennent du terrain, c'est le cycle de l'eau de cette forêt qui est en train d'être perturbé et qui donc s'assèche et est en train de se transformer, pourrait commencer à se transformer en savane. Et donc tout ça, en effet, à cause de ce phénomène de déforestation et de dégradation qui pourrait, en fait, il suffit pas juste de se dire d'accord, il y a un certain pourcentage qui est déforesté, mais l'autre est préservé. En fait, ces choses-là sont imbriquées, et donc à un moment donné, si ce processus continue, en fait, on va perdre l'entièreté du poumon de la planète. Voilà. C'est le nouveau régime des incendies auquel Maud faisait référence d'abord. Une autre menace grandissante, il se passe plein de choses. C'est la question des minerais. Pour l'instant, notre principale préoccupation, c'est l'agriculture et l'élevage. Et pour l'instant, la déforestation liée aux minerais, c'est autour de 7% de la déforestation mondiale. Donc c'est assez marginal. Mais cette demande, elle est croissante, pour ne pas dire exponentielle, avec la transition énergétique. Et donc on voit aussi que c'est la nouvelle menace à venir, c'est l'exploitation minière qui se fait souvent, en tout cas les gisements sont souvent dans des zones forestières, parfois primaires, en tout cas très importantes à la fois pour la biodiversité, pour le climat et puis pour les peuples qui y vivent. Et peut-être une toute petite note d'espoir. On sent quand même que tout ce qui est en train d'être fait, notamment en Europe, pourrait impacter, inspirer plutôt d'autres marchés, et on sent poindre ça peut-être en Chine, et donc ça pourrait aussi, c'est l'objectif de tout ça, de ce règlement européen en particulier, c'est que évidemment qu'on a un rôle à jouer, mais tout seul on ne changera pas la déforestation, on n'arrêtera pas tout seul la déforestation, mais c'est de montrer le chemin et qu'il y ait d'autres acteurs qui emboîtent le pas, et il n'est pas impossible que ce chemin commence à se faire dans d'autres marchés. Entraîner les autres. Alain, quand on préparait, tu parlais justement sur ces notions de déforestation, que les forêts qui restent, c'est pas forcément les plus faciles à déforester. Tu avais un élément là-dessus. Oui, il y a un élément qualitatif, c'est-à-dire sur les chiffres bruts qui sont pas bons, il y a aussi une variable qualitative qui est les forêts qui restent sont souvent les plus, c'est exactement ce que tu disais, les plus difficiles d'accès, les plus précieuses et les plus menacées. Et au-delà des chiffres, je travaille en Indonésie, en Malaisie, les chiffres sont préoccupants mais pas catastrophiques par rapport à ce qu'on a vu il y a 10 ou 20 ans. Par contre, qualitativement, les endroits qui sont en train d'être déforestés, c'était des endroits inaccessibles, c'est les Sulawesi, c'est des endroits compliqués, des endroits à la biodiversité très fragile, et là, qui étaient épargnés parce que justement l'exploitation était délicate. Et là, on voit arriver poussés aussi par l'extraction des minerais, bien sûr, ça va avec. Malheureusement, en Indonésie, les deux vont souvent ensemble. D'ailleurs, c'est souvent les mêmes compagnies avec les mêmes méthodes assez subtiles d'éradication des gens qui y habitent. Donc, on est sur ces questions qualitatives, c'est-à-dire qu'on peut être pas très loin de l'épaisseur du trait en déforestation globale.
avec des menaces. On a vu que la politique indonésienne, notamment, pèse lourd sur ces décisions sur la déforestation. C'était relativement calme jusqu'à quelques années, mais on a quand même cette pression sur des forêts qualitativement précieuses et importantes qui sont directement menacées. Oui. Merci. Laure, est-ce que tu as quelque chose qui pointe à l'horizon que tu aimerais partager? Oui, alors c'est vrai que le contexte est un petit peu compliqué en ce moment parce qu'on fait face à un vrai backlash environnemental au niveau européen, mais pas que. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment maintenir l'ambition, continuer le combat. On a nous-mêmes donc monté une coalition au niveau européen à Bruxelles avec d'autres acteurs, donc d'autres entreprises. Ça va même au-delà des frontières de l'Alliance. On se mobilise tous pour faire entendre notre voix et faire en sorte qu'on puisse, que ce règlement européen contre la déforestation puisse enfin s'appliquer. Donc il ne faut pas baisser les bras, mais c'est vrai que c'est important. En fait, le collectif de l'Alliance aussi veut continuer et renforcer son action sur le terrain, puisque cette transformation aussi, elle se passera sur le terrain. Donc soutenir des projets comme le projet Trails, mais aussi il y a d'autres bassins comme les forêts du bassin du Congo en Afrique, dont on parle moins. Et pourtant, en fait, les forêts du bassin du Congo sont en train de devenir le premier poumon de notre planète. On est en train de monter des partenariats aussi avec le WWF. On a une coalition du bassin du Congo qui s'est montée justement pour préserver ces derniers joyaux de la planète. Donc, effectivement, pour parvenir à des solutions, ça doit passer par une mobilisation collective, par de la diplomatie. Il faut aussi embarquer les pays producteurs, les pays du Nord. Mais cette action aussi doit passer par le terrain. Donner plus de moyens pour permettre aussi de voir que ces projets voient le jour et surtout qu'il y ait un passage à l'échelle pour vraiment préserver ces derniers bassins. Je voudrais maintenant vous poser cette question. Qu'est-ce que vous voulez que les candidats entendent sur les sujets dont on a discuté? Il nous reste 4 minutes, 1 minute chacun. Maud? Alors moi, je veux rien qu'ils n'entendent, je veux qu'ils s'engagent parce que sinon ça avance pas. Donc une chose, c'est que on n'a pas d'avancée si on n'a pas de politique forte et on n'a pas de politique forte si on n'a pas un affichage avec un engagement. Donc moi, je propose qu'ils s'engagent pour un pays zéro déforestation avec un alignement des politiques sur agriculture, coopération, climat et puis tout ce qui est question de commerce et de façon concrète avec le renforcement de la lutte contre la déforestation importée, le soutien aux entreprises qui s'engagent comme celle d'Alliance pour les forêts et un engagement et une orientation de la finance et puis soutenir les pays forestiers avec des fonds dédiés. Je pense qu'il faut un axe clair. Sinon, ça reste des choses où on débattra toujours sur viande de brousse, luthier, etc. Il y aura toujours une bonne raison de faire des exceptions. Et puis, puisqu'ils seront élus présidents, enfin peut-être l'un d'entre eux, ce serait bien qu'ils prennent des ministres qui aillent dans les réunions internationales et qui, par ailleurs, connaissent les sujets et aiment les forêts. Donc ça fait on a le droit de faire 2 propositions. Donc voilà. Donc voilà, je leur suggère de prendre dans leur gouvernement des gens qui aiment les forêts et qui soient présents autour de l'étape des négociations. Affichage, engagement et sélection des équipes. Merci beaucoup, Maud. Alain? Très vite sur l'engagement, bien sûr. Et on a mesuré, on l'a vu avec Claude, on a échangé récemment là-dessus. Il y a cette crise un peu de l'engagement de terrain. C'est-à-dire que le travail qu'on fait nous, par exemple à Utah, mais on n'est pas les seuls, il y a des tas d'ONG qui sont extrêmement efficaces sur le terrain, qui travaillent pas pour, mais ni à côté, mais avec les communautés locales. Et on les sent s'éroder, on les sent se fatiguer, on les sent passer vers des sujets beaucoup plus théoriques, vers de la modélisation, vers des choses... alors que l'urgence sur le terrain, elle est encore là, elle est toujours là. Les ONG sont mobilisées et pédalent un peu à contre-courant parce que voilà, le contexte, on le connaît tous. On voit bien la démobilisation contre le changement climatique et le contexte international qui n'est pas bon. N'empêche que il nous faut rien lâcher. Il faut continuer à ce travail d'éducation qu'on a fait. J'y crois beaucoup. Moi, je suis prof dans l'âme et je le resterai. Il faut continuer ce travail d'éducation à la durabilité
parce que voilà, sans ça, on n'avancera pas, et sans ça, on va avoir des compétences. Là, on est tous un peu grisonnants, on est tous un peu vieillissants, et il serait temps que on ait ce renouvellement de génération dans les ONG, dans les instances internationales, où on ait des jeunes qui prennent vraiment le pouvoir. Assurer la relève. Merci Absolument. beaucoup. Claire Vie, quel message les candidates et les candidats doivent entendre? Je vais être bref parce que je vois qu'on a déjà dépassé le temps. On a vu que fut un temps, on avait un portage politique et que grâce à ce portage politique, on a une stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée. C'était volontaire, mais c'était la première fois que ça se faisait. On a été le premier pays à le mettre en place, et c'est grâce à ce cadre-là qu'on a réussi à mettre en place ce mécanisme soja. Je dirais pas que c'est grâce à ça qu'on a eu l'exemption de l'huile de palme, puisqu'on n'avait pas le soutien du gouvernement, mais qu'il y a eu un moment où il y avait vraiment ce portage-là, que donc on avait des entretiens, enfin des bilans réguliers, on avait des échanges poussés. Il y avait des attentes, et il y avait vraiment la volonté d'être au rendez-vous, et que ce portage politique, il a disparu ces dernières années. C'est la France qui a porté cette loi européenne contre la déforestation, et il y a quelques mois, elle a voté pour son report et pour son détricotage. Donc, portage politique, et un vrai cette fois-ci. Gardez le cap. Gardez le cap. Merci. Laure. Voilà, moi, je rejoins complètement Claire Vie. Voilà, il faut que la France maintienne l'ambition. Elle a été très moteur ces dernières années, justement, avec la SNDI. Et puis, quand elle a eu la présidence aussi de l'UE, elle s'est beaucoup mobilisée. Et c'est grâce à la France, notamment, qu'on a eu ce RDIE, ce règlement contre la déforestation. Donc, effectivement, j'appelle le prochain candidat président à remettre en haut de l'agenda la question des forêts. Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas la forêt, c'est pas un dossier partisan. On a vu qu'il est au cœur de tous les enjeux, du niveau international au niveau local. Merci beaucoup à tous les intervenants et au public. Nous rendons tablier.